Ces randonneurs sont partis à l'aventure et ne sont jamais revenus. Des disparitions mystérieuses dans des parcs très fréquentés aux évaporations sans laisser de traces en pleine nature. Chaque cas est un mystère glaçant qui plonge les familles et les enquêteurs dans une quête de réponses. Des témoignages étranges aux camps abandonnés, les questions persistent. Où sont-ils passés? Voici une heure consacrée aux randonneurs toujours portés disparus en 2024. Où sont-ils? Richard Judd, un randonneur de 72 ans originaire de Berkeley, en Californie, était un explorateur passionné des grands espaces. Le 25 juillet 2021, il entreprit ce qu'il pensait être une autre randonnée revigorante à travers le parc national de Yosemite. Un compagnon de randonnée l'accompagnait et leur itinéraire prévoyait de les mener du lac Lower Merced Pass au col Red Peak, une route promettant des panoramas époustouflants et la beauté sereine du terrain accidenté de Yosemite. La journée commença sous un ciel brillant et dégagé avec une brise fraîche du matin typique pour la fin du mois de juillet à Yosemite. Richard, mesurant 1,80 m pour 68 kg, avec des yeux marrons, des cheveux courts grisonnants et une barbe, était un randonneur expérimenté qui avait déjà traversé de nombreux paysages difficiles. Ce jour-là, il portait une chemise bleue et un pantalon gris et s'appuyait sur des bâtons de marche blancs pour naviguer sur le sol inégal. Son sac à dos, bleu marine, contenait les fournitures essentielles pour leur périple. Le trajet du lac Lower Merced Pass, situé à une altitude d'environ 2700 mètres, jusqu'au col Red Peak, était réputé pour sa beauté stupéfiante mais aussi pour la difficulté de son terrain. Richard et son compagnon progressaient régulièrement sur le sentier, profitant de la splendeur naturelle qui les entourait. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, la météo changea. Les températures diurnes dans la vallée de Yosemite atteignirent les 30 à 38 degrés, avec une chaleur intense réfléchie par les surfaces rocheuses. Malgré les conditions étouffantes, Richard continua, poussé par son amour pour la randonnée et la nature. À l'approche de la moitié de leur randonnée, les deux randonneurs se retrouvèrent d'eau séparée. Qu'il s'agisse d'une brève absence de communication, d'une divergence dans leur chemin ou d'une distraction inattendue, Richard se retrouva seul. La réalisation de sa séparation ne fut pas immédiatement alarmante. Toutefois, alors que les heures passaient et que la chaleur accablante du jour laissait place à des températures plus fraîches en soirée, l'inquiétude commença à se faire sentir. Le compagnon de Richard, incapable de le retrouver, retourna à leur dernier camp connu au lac Lower Merced Pass et signala sa disparition aux autorités. Le service des parcs nationaux fut rapidement alerté et une opération de recherche et de sauvetage d'envergure fut lancée. La recherche de Richard Judd fut une entreprise massive. Les rangers du parc, les équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que de nombreux bénévoles fouillèrent la zone où il avait été vu pour la dernière fois. Des hélicoptères et des drones furent déployés pour couvrir le vaste et accidenté terrain depuis les airs, tandis que des équipes au sol naviguaient dans le paysage difficile, appelant Richard et cherchant des signes de sa présence. Les températures diurnes élevées posaient des défis supplémentaires pour les équipes de recherche, tandis que les températures nocturnes autour de 15 degrés offraient un peu de répit mais soulignaient aussi l'urgence de retrouver Richard au plus vite. Malgré les efforts exhaustifs des équipes de recherche, aucune trace de Richard ne fut trouvée dans les jours suivant sa disparition. Le terrain accidenté et les conditions météorologiques difficiles dans la zone où Richard avait disparu suggéraient une blessure ou une crise médicale l'empêchant de revenir au camp ou de communiquer avec les autorités. Compte tenu de son expérience et de ses ressources, il y avait encore de l'optimisme quant à la possibilité qu'il ait trouvé un abri et attendait d'être secouru. Les pistes et les signalements potentiels furent suivis avec diligence, mais chaque piste semblait mener à une impasse. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la recherche initiale se transforma en une opération plus limitée mais continue. Le service des parcs nationaux continua d'encourager le public à signaler toute observation ou information pouvant aider à localiser Richard. Des affiches avec sa description furent placardées partout dans le parc et les randonneurs furent invités à rester vigilants pour tout indice pouvant conduire à sa découverte. Le mystère de la disparition de Richard Judd pesa lourdement sur ceux qui le connaissaient. Ses amis et sa famille furent laissés dans une incertitude douloureuse, partagée entre l'espoir et le désespoir. Richard avait toujours été un pilier de force et d'aventure dans leur vie, et l'incertitude de son sort était un fardeau difficile à porter. Son amour pour la nature l'avait conduit à d'innombrables aventures, mais cette même passion semblait maintenant l'avoir conduit à une disparition inexplicable. Au cours des mois suivants, des efforts de recherche sporadiques continuèrent, de nouvelles zones furent explorées et les régions déjà fouillées furent réexaminées. Les bénévoles restèrent dévoués et la communauté des randonneurs de Yosemite se mobilisa autour de l'effort pour retrouver Richard.
Son histoire devint un triste rappel des risques inhérents à l'exploration de la nature sauvage, peu importe l'expérience ou la préparation d'une personne. Malgré le passage du temps, la recherche de Richard continua. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de sa disparition, de nouveaux efforts furent déployés pour le retrouver. Les équipes de recherche revisitèrent la zone, espérant que des changements dans le paysage ou des variations saisonnières puissent révéler de nouveaux indices. Pourtant, alors que les deuxième et troisième années passèrent sans percée, l'espoir de retrouver Richard commença à s'estomper. La disparition de Richard reste un mystère, un rappel troublant de la nature imprévisible et parfois impitoyable de la nature. Le 24 octobre 2019, l'air vif du parc national alpin de Victoria accueillit Niels Becker alors qu'il se lançait dans ce qui devait être un voyage transformateur au cœur de la nature sauvage australienne. À 39 ans, Becker n'était pas étranger à la beauté des hautes terres. Randonneur expérimenté, il avait passé des années à explorer l'immensité de l'arrière-pays victorien, attiré par ses sommets silencieux et ses vallées profondes. Pour Becker, décider de partir en expédition en solitaire dans le parc national alpin allait bien au-delà d'une simple aventure. C'était une célébration, un hommage à son amour pour la nature et le reflet de l'homme qu'il était devenu. Dans les semaines qui précédaient son départ, Becker planifia avec soin chaque détail de son périple, passant en revue cartes et prévisions météorologiques avec la précision d'un explorateur chevronné. Équipé d'un sac à dos robuste et le cœur rempli d'anticipation, Becker fit ses adieux à la civilisation et entra sur le sentier, ses pas résonnant dans la forêt silencieuse alors qu'il se dirigeait vers le refuge Upper Jamieson. L'air était frais et vivifiant, le parfum du pin et de la terre se mêlant à la discrète promesse d'aventure qui planait dans l'atmosphère. Au fil de la journée, la progression de Becker fut régulière mais réfléchie. Il s'arrêtait par moments pour admirer le décor à couper le souffle qui l'entourait, s'émerveillant devant l'immensité de la nature étendue devant lui. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple randonnée, mais d'une véritable connexion avec la nature, une chance de renouer avec la terre et avec lui-même d'une manière que seule la nature peut offrir. Au crépuscule, Becker atteignit le refuge Vallejo-Gantner, un abri rustique niché parmi les arbres imposants du parc national alpin. Une fois installé pour la soirée, il envoya un bref message à sa famille, les rassurant quant à sa sécurité et annonçant son intention de poursuivre son périple vers le mont Stirling dans les jours à venir. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, les messages de Becker se firent de plus en plus rares, ses mises à jour rassurantes cédant la place à un silence assourdissant qui plongea ses proches dans l'inquiétude et la peur. Malgré tous leurs efforts pour le joindre, Becker demeurait insaisissable, sa localisation inconnue et son destin incertain. La dernière fois que Becker fut vu vivant, c'est par un autre randonneur qui déclara l'avoir aperçu près du Crossroads, un lieu réputé des voyageurs pour sa bonne réception radio. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle de la disparition de Becker ne se répande dans la petite ville de Mansfield, bouleversant la communauté soudée et déclenchant une vaste opération de recherche et de sauvetage à travers le parc national alpin. Dirigé par le sergent-chef Damian Keegan, vétéran aguerri de la police de Victoria, les recherches furent intensives et minutieuses, mobilisant plus de 70 personnes, policiers, bénévoles et équipes de recherche et de sauvetage qui fouillèrent chaque recoin de la nature sauvage en quête du moindre indice sur la localisation de Becker. Pourtant, malgré tous leurs efforts, le sort de Becker restait un mystère, sa piste s'évaporant dans l'immensité de la nature, tel un fantôme dans la nuit. Chaque jour qui passait, l'espoir de le retrouver vivant s'amenuisait, remplacé par la dure réalité des conditions rudes et impitoyables qui attendaient ceux qui osaient s'aventurer dans la brousse de l'outback australien. Au fil des recherches, diverses hypothèses émergèrent quant à ce qui avait pu arriver à Becker. Certains spéculèrent qu'il avait succombé aux éléments, victime d'une hypothermie ou d'une fatigue extrême en tentant de franchir le terrain périlleux du parc national alpin. D'autres murmurèrent l'hypothèse d'un acte malveillant, suggérant que Becker aurait rencontré un danger aux mains d'autrui ou serait tombé sur quelque chose de sinistre dans la nature. Mais au cœur de l'incertitude et de la peur qui étreignaient ceux qui le connaissaient le mieux, une chose demeurait certaine. La disparition de Niels Becker était bien plus qu'une tragédie. Elle était une leçon sur les dangers inhérents cachés derrière la beauté de l'exploration de la nature, nous rappelant qu'importe notre connaissance de celle-ci, la prudence reste indispensable. Avec le temps, la disparition de Becker devint plus qu'un simple mystère. Elle se transforma en une question sans réponse, une histoire sans fin. Harry Dever était un véritable aventurier. Il en avait assez pour 10 personnes. Au fil des années, il avait parcouru une grande partie du monde et comprenait que ce dernier pouvait être aussi dangereux qu'extraordinaire.
La dent ébréchée qu'il avait reçue d'un coup de pistolet enfoncé dans sa bouche au Venezuela en était la preuve. Mais rien ne pouvait se comparer à ce qu'il vivait actuellement au Mexique. L'armée venait de l'escorter hors d'une zone très dangereuse et on lui avait dit qu'une autre escorte l'attendait dans une autre ville. Tant mieux, tant qu'il pouvait encore se rendre au Brésil pour la Coupe du Monde. Il envoya un rapide message à sa petite amie pour lui expliquer la situation, puis reprit son chemin, le moteur de sa moto rugissant. Harry Devert n'avait aucune idée de l'horrible sort qui l'attendait. C'était le 25 janvier 2014 lorsqu'Harry Devert envoya son dernier message. À 32 ans, Harry était un aventurier dans l'âme, mais rien ne l'avait préparé à la situation tendue au Mexique. Ce New-Yorkais venait de troquer une carrière de haute finance pour la liberté d'un voyage à moto à travers les continents. Il souhaitait vivre une dernière aventure épique avant de se poser définitivement, projetant de traverser le Mexique et l'Amérique centrale à moto pour rejoindre le Brésil à temps pour la Coupe du Monde, puis de se rendre à Ushuaia, la ville la plus méridionale du monde. Le voyage d'Harry l'avait conduit au Michoacán, au Mexique, où la situation semblait hors de contrôle. Après qu'un groupe de civils ait pris des mesures contre un cartel de drogue majeur le mois précédent, le gouvernement mexicain avait envoyé des milliers de soldats et de policiers pour maintenir la paix. Le gouvernement s'était ensuite allié aux vigilantes pour renverser le cartel. La situation devenait de plus en plus tendue et dangereuse de jour en jour, et le Michoacán était désormais le pire endroit possible pour un touriste. 4 jours plus tard, le 29 janvier 2014, la mère d'Harry, Anne Devert, attendait que son fils l'appelle. Le 29 janvier était l'anniversaire du père décédé d'Harry, et le jeune homme appelait toujours sa mère à cette occasion, sans faute. Lorsqu'il ne le fit pas, et étant donné que la dernière personne à avoir entendu parler d'Harry remontait à 4 jours, Anne eut un pressentiment qu'il était arrivé quelque chose de terriblement grave à son fils. C'est alors qu'elle alerta les autorités mexicaines. Elle se rendit au Mexique, cherchant désespérément des réponses. Pendant des mois, les amis et la famille d'Harry passèrent au peigne fin les indices, les signalements et les fausses pistes. Ils diffusèrent des informations sur des pages Facebook dédiées aux jeunes aventuriers. Ils n'ont jamais perdu espoir d'un dénouement heureux. Puis en juillet, tout changea. À 300 miles du dernier endroit connu où se trouvait Harry Devert, les autorités mexicaines trouvèrent une moto enterrée dans une tombe peu profonde. La moto avait été dépouillée de ses pièces et était couverte de boue. Mais le numéro d'identification était encore intact. La moto n'était pas la seule chose dans la tombe. Il y avait aussi 2 sacs, chacun contenant les restes fortement décomposés d'un homme. Anne Devert fournit un échantillon d'ADN à la police pour aider à confirmer l'identité des restes. Et les résultats étaient clairs, les restes appartenaient à son fils, Harry Devert. Les autorités pensent maintenant qu'Harry Devert a été pris par erreur pour un agent de la lutte antidrogue américain et tué par Adrián Reyes Cadena, un chef de gang local. Cadena, connu sous le nom d'El Tigre, fut arrêté en août 2015. Anne Devert croit que son fils était simplement au mauvais endroit au mauvais moment, une victime innocente des caprices de personnes dangereuses et cruelles. Barry G. Tran, un résident de 68 ans de Columbia Falls, dans le Montana, était un homme profondément connecté à la nature. Vivant à l'ombre du parc national des glaciers, il passait d'innombrables heures à explorer sa beauté sauvage, trouvant réconfort et aventure dans ces vastes étendues. Le 22 juillet 2020, Tran entreprit une autre randonnée en solitaire, une aventure qu'il avait déjà réalisée à de nombreuses reprises. Sa destination était le départ du sentier de Kintla Lake, dans le coin nord-ouest reculé du parc, un endroit connu pour sa beauté sereine et son terrain difficile. Le véhicule de Tran fut découvert garé au départ du sentier, un spectacle familier pour les gardes forestiers et les randonneurs qui le connaissaient par ses visites régulières. Il était un randonneur chevronné, bien préparé pour les défis. Cependant, lorsqu'il ne rentra pas au 25 juillet, l'inquiétude se répandit rapidement. Le service des parcs nationaux fut informé et une opération de recherche et de sauvetage fut immédiatement lancée. Les premiers efforts de recherche furent vastes et bien coordonnés. Des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche furent déployés pour fouiller le terrain accidenté entourant Kintla Lake. La région, connue pour ses forêts denses, ses pentes abruptes et ses conditions météorologiques imprévisibles, posa des défis importants aux équipes de recherche. Malgré leurs meilleurs efforts, aucune trace de Tran ne fut trouvée. Sa disparition semblait dérouter même les membres les plus expérimentés des équipes de recherche et de sauvetage. Et le 4 août, une lueur d'espoir apparut. Une paire de lunettes de soleil fut retrouvée dans Kintla Creek, dans la région de North Fork du parc. Compte tenu de leur emplacement et des circonstances de la disparition de Tran, les lunettes furent supposées lui appartenir.
Cette découverte incita les recherches à se concentrer à nouveau sur la zone autour de Kintla Creek. Des unités de recherche canines furent amenées et les chiens manifestèrent un intérêt à l'embouchure de Kintla Lake. Malgré cette piste prometteuse, aucune autre trace de Tran ne fut retrouvée. Le personnel du parc, en coopération avec les équipes de recherche et de sauvetage du comté de Flathead, continua de fouiller la région. Des méthodes de recherche avancées furent employées, y compris l'utilisation d'un véhicule sous-marin télécommandé pour explorer les profondeurs du lac Kintla. Cette technologie permit aux équipes de recherche d'accéder à des zones autrement inaccessibles. Mais malgré ces efforts considérables, aucun indice supplémentaire sur l'emplacement de Tran n'émergea. Au fil des jours, la réalité de la situation commença à s'imposer. Le 10 août 2020, le service des parcs nationaux prit la difficile décision de réduire l'opération de recherche. L'absence de nouvelles pistes et les conditions difficiles de la zone de recherche nécessitèrent un changement d'approche. L'enquête sur la disparition de Tran resta ouverte, mais passa à un mode limité et continu. Les gardes forestiers continuèrent à effectuer des contrôles périodiques de la région, et toute nouvelle information potentielle fut poursuivie avec diligence. Le cadre reculé de Kintla Lake et l'âge de Tran soulevèrent plusieurs hypothèses concernant sa disparition. On supposa qu'il avait pu rencontrer un accident ou une urgence médicale pendant sa randonnée en solitaire. La topographie difficile et les conditions météorologiques imprévisibles du parc national des glaciers créent des défis de survie redoutables, même pour les randonneurs les plus expérimentés. Malgré la réduction des efforts de recherche active, l'espoir de retrouver Tran persista. Sa famille, ses amis et le service des parcs nationaux restèrent optimistes, croyant que de nouvelles preuves ou informations pourraient éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition. Cependant, il reste à déterminer quand cette percée surviendra. C'était le 19 mars 2020 lorsque Russell Hill, un bushman expérimenté de 74 ans, partit en expédition de camping, venant chercher sa compagne Carol Clay, âgée de 73 ans, à son domicile de Pakenham. Leur destination, la vallée reculée de Wonangata, dans les Alpes victorianes, un territoire isolé et accidenté situé à près de 300 km au nord-est de Melbourne. Russell, reconnu pour son savoir-faire en pleine nature, et Carol, discrète membre de la Country Women's Association, partageaient une liaison secrète tenue à l'écart de leur famille et de leurs amis. Leur escapade dans la nature sauvage de Victoria était une évasion clandestine, une occasion de se retrouver loin des pressions de leur quotidien. Russell avait passé la majeure partie de sa vie dans la brousse, maîtrisant les techniques de survie parmi les arbres majestueux et les sentiers sinueux. Né et élevé dans la campagne victorienne, il avait développé une connexion profonde avec la terre, trouvant la paix dans sa beauté. Ses compétences de bushman étaient inégalées, perfectionnées au fil des années grâce à une vaste expérience et une compréhension intime des rythmes de la nature. Carol, quant à elle, était une membre dévouée de sa communauté, reconnue pour son travail inlassable au sein de la Country Women's Association. Veuve dès son plus jeune âge, elle s'était consacrée à ses enfants et petits-enfants, trouvant son épanouissement dans l'aide aux autres. Mais derrière des portes closes, elle nourrissait un désir secret d'aventure, une aspiration qui l'avait conduite dans les bras de Russell Hill. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nature sauvage, loin des regards indiscrets, des spéculations s'élevèrent quant à la véritable nature de leur relation. Était-il en train d'échapper au carcan du jugement sociétal, ou cherchait-il simplement à trouver la paix en s'immergeant seul dans la nature? Les jours passèrent sans aucun contact. Le 21 mars, un passant découvrit leur campement, seulement pour le trouver ravagé par les flammes. Ce qui était jadis un refuge paisible arborait désormais les stigmates d'un événement sinistre, laissant les autorités perplexes et le public abasourdi. L'enquête sur leur disparition se révéla être un enchevêtrement d'indices étranges, chacun ajoutant à la confusion générale. Un drone introuvable, un campement réduit en cendres et divers objets inexplicables épars parmi les décombres dressaient un tableau empreint d'intrigue et de suspicion. Les spéculations allaient bon train. S'agissait-il d'un tragique accident, d'une intervention malveillante ou simplement d'une escapade romantique qui avait mal tourné? L'ancien pilote de ligne Greg Lynn émergea comme une figure centrale au cœur de ce drame, accusé des meurtres de Russell Hill et de Carol Clay. La police reconstitua une séquence d'événements éprouvantes, alléguant qu'une confrontation au sujet d'un drone s'était transformée en une dispute fatale. Russell et Carol auraient fait voler un drone à proximité de leur campement, ce qui aurait énervé Greg Lynn. Celui-ci serait alors intervenu, prenant le parti de tirer sur Carol avec son arme et de poignarder Russell à mort. Toutefois, ces déclarations n'ont jamais été prouvées. La police n'ayant pu obtenir une version ferme de Greg Lynn qui a contesté l'ensemble des détails rapportés. Chaque révélation ne faisait qu'engendrer davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses.
L'affaire de Russell Hill et Carol Clay n'est pas simplement l'histoire de deux personnes disparues dans la nature, c'est un récit d'intrigue, de trahison et de la quête inlassable de la vérité. Le plan était simple. Maintenant que le temps s'était amélioré, ils pouvaient enfin commencer leur aventure et naviguer sur leur voilier de 41 pieds du Mexique à San Diego. Bien sûr, ce ne serait pas une traversée facile, mais les trois étaient des marins expérimentés et confiants qu'ils pourraient affronter même les vagues les plus hautes et les vents les plus violents. Ils espéraient toutefois que cela ne serait pas nécessaire. Le départ était prévu pour tôt le matin. À ce moment-là, rien ne les avait alertés de ce qui les attendait au large, loin de la sécurité du rivage. C'était le 4 avril 2023, lorsque Frank O'Brien, sa femme Kerry O'Brien et leur ami William Gross prirent la mer depuis Mazatlan, au Mexique. Ils entamaient leur voyage vers San Diego, en Californie. Mais d'abord, ils devaient faire une escale à Cabo San Lucas pour faire le plein de provisions. Le matin du 4 avril, les trois passèrent des appels pour organiser cette escale, affirmant qu'ils arriveraient 2 jours plus tard, le 6 avril. Frank et Kerry étaient tous deux capitaines de bateaux licenciés. Le couple avait engagé William Gross pour les aider lors de ce voyage de 11 jours. Le périple était ambitieux mais réalisable, surtout avec Gross à bord, un homme qui avait la réputation de pouvoir tout réparer et qui comptait plus de 50 ans d'expérience en tant que marin. À eux trois, ils totalisaient près de 100 ans d'expérience. Les O'Brien et Gross avaient également une grande confiance en leur bateau, nommé à juste titre Oceanbound. Oceanbound était un voilier de 41 pieds, fabriqué environ 35 ans auparavant à Taïwan. Malgré son âge, le voilier était fiable. Il était construit en fibre de verre solide, avait fait ses preuves et n'était pas étranger aux caprices, à la beauté et au péril des eaux océaniques. William envoya un message à sa fille ce 4 avril, lui faisant savoir qu'il prenait la mer vers 9h30 du matin. 2 jours plus tard, plusieurs personnes à Cabo San Lucas attendaient que Frank, Kerry et William fassent leur escale pour récupérer leurs provisions, comme prévu. Mais les heures passaient et il n'y avait toujours aucun signe de Oceanbound. Ils ne se présentèrent ni le jour suivant, ni le surlendemain. De retour aux États-Unis, Mike Argal, le frère de Kerry, commençait à s'inquiéter. Et Melissa Spicuzza, la fille de William aussi. Il était si inhabituel pour eux de ne pas appeler ou envoyer de messages, et si quelque chose leur était arrivé en mer, il était temps d'agir. Ils alertèrent les autorités, qui lancèrent immédiatement des recherches pour retrouver le bateau disparu. Il n'y avait aucune trace de leur arrivée à Cabo San Lucas, ce qui ajoutait à l'inquiétude générale. Pour aggraver les choses, les autorités savaient que Oceanbound n'était pas équipé de GPS et avec les communications notoirement instables dans la région de Baja, les recherches devaient être menées à l'ancienne. La marine mexicaine et les gardes-côtes américains lancèrent une recherche massive, ratissant 200 000, 57 000 nautiques carrés au large de la côte nord du Pacifique mexicain, une zone plus vaste que l'État de Californie. Le Canada apporta également son soutien avec des moyens supplémentaires. Ils utilisèrent des hélicoptères, des bateaux et toutes les technologies à leur disposition, mais il n'y avait aucun signe du voilier disparu. Aucune trace des trois Américains. Après avoir passé 281 heures cumulées à essayer de trouver le moindre indice, les gardes-côtes durent finalement prendre une décision difficile, suspendre les recherches. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune preuve permettant de localiser les trois Américains ou de comprendre ce qui a pu leur arriver, déclara le commandant Gregory Higgins. Les autorités estiment qu'il est possible que les trois aient rencontré de mauvaises conditions météorologiques et des vagues de 20 pieds, mais ce qui est arrivé aux trois Américains reste un mystère. Jim Shadid, un randonneur chevronné de 79 ans, a toujours été un homme passionné par les grands espaces. Né et élevé à Wichita, au Kansas, il a passé une grande partie de sa jeunesse à explorer les vastes plaines et à chasser avec sa famille. Son amour pour la nature était évident dès son plus jeune âge et il n'a fait que se renforcer avec le temps. Après une carrière réussie en tant que dentiste, Jim a décidé de prendre une retraite anticipée, vendant son cabinet dentaire et s'installant à Durango, dans le Colorado. Durango, avec ses paysages époustouflants et son accès à de nombreuses activités en plein air, était l'endroit idéal pour Jim et sa femme Marilyn pour s'établir. Le couple, marié depuis 56 ans, partageait un amour profond pour la nature. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants avec la même appréciation pour la nature qu'ils avaient eux-mêmes. Jim était devenu une figure incontournable de la communauté de Durango. Il était connu pour son esprit d'aventure et sa volonté de partager ses connaissances sur la nature avec les autres. Jim était familier avec la randonnée, le camping et la chasse. Il chassait depuis l'âge de 12 ans et ses compétences et sa connaissance de la nature étaient bien respectées. Il était également un skieur passionné, fréquentant souvent les pistes de la station de Purgatory. Dans ces dernières années,
il avait développé une passion pour le pickleball. Le 3 septembre 2023, Jim partit pour ce qui devait être une randonnée de routine pour repérer des élans dans la région d'Elbert Creek, près de Lime Canyon. Bien que ce soit une zone qu'il fréquentait souvent, il avait étudié les cartes des sentiers avec minutie avant de partir. Jim prévoyait de vérifier brièvement le sentier, puis de retourner à son véhicule pour prendre son déjeuner et son équipement pour une randonnée plus longue. Il pensait être parti pour environ 90 minutes seulement. Cependant, après 45 minutes, il appela Marr à la radio en disant qu'il reviendrait dans 20 minutes. Ce fut la dernière fois que quelqu'un l'entendit. Jim était vu pour la dernière fois portant un chapeau safari beige et un pantalon long kaki. Lorsqu'il ne revint pas comme prévu, l'inquiétude grandit rapidement et une vaste opération de recherche et de sauvetage fut lancée. Le terrain difficile entre le sentier Little Elk Creek et la route d'Elbert Creek, près de Lime Canyon, rendit la recherche complexe, mais la communauté se rassembla. Pendant 8 jours, des bénévoles, des équipes de recherche et de sauvetage et d'innombrables agences travaillèrent sans relâche pour le retrouver. Hélicoptères, drones, chiens de recherche, chevaux, véhicules tout-terrain et environ 100 bénévoles parcoururent la région, mais aucune trace de Jim ne fut trouvée. Le 11 septembre, l'opération passa de la recherche et du sauvetage à la recherche et récupération, alors que les chances de survie de Jim dans les conditions montagneuses rigoureuses s'amenuisaient. Malgré ce changement de focus, les efforts pour le retrouver continuèrent. L'équipe de recherche et de sauvetage du comté de La Plata développa même une carte numérique que les bénévoles pouvaient utiliser pour cocher les zones où ils avaient cherché. Cette approche innovante permit une recherche plus organisée et approfondie. La famille Shadid fut profondément émue par le soutien de la communauté et la dévotion des équipes de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils s'accrochaient à l'espoir, ils commencèrent également à accepter la triste réalité que Jim pourrait ne jamais être retrouvé. Sa fille Jamie exprima un sentiment d'acceptation, croyant que son père avait trouvé la paix dans la nature qu'il aimait tant. Pendant les saisons de chasse, la famille Shadid encouragea les gens à rester vigilants et à signaler toute personne semblant perdue ou désorientée dans la région d'Elbert Creek. Dans une ultime tentative de trouver des indices, une équipe technique fut envoyée pour explorer une zone éloignée et suivre les maigres pistes disponibles. Malgré ses efforts, le sort de Jim Shadid resta inconnu. On suppose qu'il a succombé aux conditions sévères des montagnes après s'être potentiellement désorienté et avoir dévié de son itinéraire prévu. La disparition de Jim fut une perte significative pour sa famille et la communauté de Durango. Il n'était pas seulement un mari, un père et un ami aimé, mais aussi un passionné de la nature qui chérissait les paysages du Colorado qu'il appelait chez lui. Son héritage perdura à travers les histoires et les souvenirs partagés par ceux qui l'ont connu, et son esprit aventurier continua d'inspirer les autres à explorer les grands espaces avec prudence et respect. La recherche de Jim mit en lumière les risques associés à l'exploration de la nature sauvage, même pour les randonneurs expérimentés. Elle souligna l'importance de la préparation, de la communication et de la nécessité d'un système de compagnonnage lors d'expéditions dans des zones reculées. La planification minutieuse de Jim et sa familiarité avec la nature ne furent pas suffisantes pour prévenir sa disparition. Conrad Whitlock, un scientologue à la retraite, se trouvait au seuil de l'incertitude le matin du 28 juillet 2019. À 72 ans, il était un homme de routine, ses journées rythmées par la monotonie de la vie en banlieue. Pourtant, sous cette apparente normalité se cachait une agitation intérieure, un besoin profond de rompre avec la routine fatigante qui gouvernait son quotidien. Sa décision de s'aventurer dans l'immensité du mont Buller était enveloppée de mystères, connus de lui seul, et des sommets silencieux qui veillaient sur son départ. Les événements qui ont précédé sa disparition laissent peu d'indices sur ses motivations, ne laissant derrière lui qu'une traînée de spéculations et de questions sans réponse. La nuit précédant sa disparition, Whitlock se coucha tôt, mentionnant à sa femme, Mandy, qu'il avait des examens prévus pour le lendemain matin. Elle se souvenait encore des paroles qu'il lui murmura avant de dormir, sans savoir quelles seraient les dernières qu'elle entendrait de lui. Aux premières heures du jour, la BMW de Whitlock parcourut les rues sombres de Sandhurst, ses phares illuminant la route alors qu'il se dirigeait vers les hautes terres. Le dispositif électronique de péage sur son véhicule s'activa, enregistrant son trajet. À 6 heures du matin, Whitlock passa les portes du Mount Buller Resort. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Plusieurs automobilistes attentifs remarquèrent son véhicule alors qu'il empruntait les routes sinueuses menant au sommet. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, sa trace s'effaça. À 10 heures du matin, sa BMW fut retrouvée abandonnée au bord de la route, les clés toujours dans le contact. Les jours suivants furent marqués par une recherche effrénée,
une tentative désespérée de résoudre l'énigme de sa disparition. Les forces de l'ordre, les forestiers et les spécialistes des secours fouillèrent sans relâche le paysage hostile, leurs efforts entravés par la végétation dense et le terrain dangereux de Buckland Spur Track. Peter Towner, un ancien détective habitué à ce type d'affaires, dressa un tableau sombre du sort de Whitlock. Il suggéra qu'un traumatisme crânien subi lors d'un récent accident de course, aggravé par l'usage de médicaments non autorisés, aurait pu plonger Whitlock dans un état de confusion et de désorientation. Pour Mandy, l'épouse de Whitlock, le temps n'apporta que peu de réconfort. Le départ brusque de son mari défiait toute logique, la laissant avec un flot incessant de questions sans réponse. Les migraines qui le tourmentaient détenaient-elles la clé de son mystère? S'agissait-il d'un coup du destin qui l'avait égaré? Ou bien de quelque chose de plus inquiétant? Au fil des années, le mystère de Whitlock resta entier. Pourtant, il n'était pas seul à s'être volatilisé. 4 habitants des contreforts du mont Buller signalèrent avoir aperçu un homme correspondant à sa description, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à une affaire déjà complexe. Chargé de démêler cet enchevêtrement de preuves, l'inspecteur David Ryan fit preuve d'un optimisme prudent face à l'incertitude. Ses paroles, empreintes d'urgence, soulignaient la gravité de la situation alors que les recherches entraient dans leur 3e jour. Malgré les efforts acharnés des équipes d'intervention et des forces de l'ordre, Whitlock demeurait introuvable. Au fil du temps, les spéculations sur son sort ne cessèrent de croître, laissant ses proches aux prises avec l'incertitude de sa disparition. Il était plus qu'inhabituel pour Wilmer de manquer le petit déjeuner sans prévenir son ami. Depuis son retour au Mexique, l'homme s'assurait de voir ses amis chaque week-end. Sinon, sa vie était plutôt solitaire. Sa femme était décédée il y a des années, et il n'avait que son chien bien-aimé Bones pour lui tenir compagnie. Alors, où était-il? Et pourquoi n'avait-il prévenu personne s'il partait quelque part? Wilmer, originaire de Markleeville, une petite ville du nord de la Californie près du lac Tahoe, campait sur la péninsule mexicaine de Basse-Californie. Il connaissait bien cet endroit. Pendant 20 ans, Wilmer et sa femme avaient fait de nombreux voyages au Mexique. La mort de sa femme en 2019 avait temporairement interrompu ses visites dans la région, mais maintenant il était de retour. Wilmer vivait dans son camping-car avec son chien, Bones, dans une zone très isolée de Basse-Californie. Tant qu'il pouvait aller prendre son petit déjeuner avec des amis des environs quelques fois par semaine, il parvenait à supporter la solitude et le calme. En fait, il aimait cette vie paisible, qui se déroulait généralement sans incident. Bien sûr, il y avait eu cette vilaine histoire quelques mois auparavant. Wilmer conduisait son camping-car lorsqu'il eut un accident de la route avec 2 frères et sœurs mexicains. L'accident provoqua une confrontation houleuse et Wilmer dut leur donner 50 000 pesos mexicains, soit l'équivalent de 2 723 $ américains à l'époque, pour les dommages et les blessures qu'ils avaient subis, ainsi que pour le véhicule. Après cette affaire désagréable, l'homme de 80 ans continua à vivre sur la péninsule. Mais manquer le petit déjeuner était hors de son caractère. Ses amis étaient inquiets. Ce 11 février, ils décidèrent de rendre visite à Wilmer Trivette pour s'assurer que tout allait bien avec leur ami, qu'ils appelaient affectueusement Dino. Mais une fois sur place, ils furent accueillis par une vue inquiétante. Bones était seul, assis sur le porche et aucune trace de Wilmer. Les amis de Wilmer savaient que l'homme n'allait jamais nulle part sans son chien. Avec un mauvais pressentiment, ils décidèrent de descendre là où ils savaient que le camping-car de Wilmer était censé se trouver. Sauf qu'il n'était pas là, et Wilmer non plus. Ils alertèrent les autorités, qui à leur tour informèrent la famille de l'homme de sa disparition. Eux non plus n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Au début, les recherches furent infructueuses. Sans preuve ni piste, les autorités ne savaient pas quoi faire. Mais tout changea le 23 février lorsqu'un officier de police trouva le camping-car de Wilmer, presque 2 semaines après sa disparition. Le camping-car avait été incendié, ce qui poussa les autorités à croire qu'il y avait eu acte criminel dans cette affaire. 2 mois plus tard, en avril 2023, un chien cadavre dressé fit une macabre découverte. Les autorités trouvèrent un corps en décomposition enterré dans une tombe peu profonde. Il s'agissait de Wilmer Trivette. Mais qui aurait bien pu faire cela? Et pourquoi? Il ne fallut pas longtemps aux autorités pour revenir à la dispute liée à l'accident de voiture dans lequel Wilmer avait été impliqué quelques mois auparavant. Après l'accident, les 2 frères et sœurs mexicains et Wilmer Trivette avaient eu une violente altercation. Wilmer les avait payés et pensait que l'affaire était réglée. Mais des mois plus tard, les 2 individus jugèrent que le paiement n'était pas suffisant. Encore enragés, ils kidnappèrent l'homme de 80 ans et mirent fin à ses jours. Joan Hector et sa sœur, Joseline Guadalupe N., dont les noms complets n'ont pas été divulgués conformément à la loi mexicaine, enterrèrent ensuite le corps dans une tombe peu profonde, incendièrent le camping-car de l'homme, puis partirent. Wilmer est tendrement rappelé par ses amis et sa famille, ainsi que par son fidèle compagnon, Bones.
Warren Meyer, âgé de 57 ans, n'était pas un retraité comme les autres. Son amour pour la nature était profond, une passion qu'il nourrissait depuis son enfance. Né et élevé dans la petite ville de Narbetong, en Victoria, Warren a passé son jeune âge à explorer les terrains escarpés des Yarraranges, forgeant ainsi un lien indéfectible avec la nature. Après des décennies de dur labeur, Warren prit enfin sa retraite, impatient de passer ses journées immergé dans la tranquillité de la nature. Il construisit une modeste cabane à Narbetong où il vivait avec sa femme dévouée, Zanette, et leurs 2 enfants, Julien et René. La routine de Warren était simple mais profondément enrichissante. Chaque matin, il se réveillait sous l'air frais des montagnes, entamant la journée avec un sentiment de plénitude. Il passait ses journées à s'occuper de son jardin, à randonner à travers les forêts denses et à contempler la beauté de la brousse australienne. Mais le 23 mars 2008, cette routine fut brisée par un événement inattendu. Ce matin-là, Warren annonça son intention de partir seul en randonnée dans le Black Spur, un lieu prisé des amateurs de plein air. Il embrassa sa femme en lui assurant qu'il serait de retour avant la nuit. Les heures passèrent, mais Warren ne revint pas. L'inquiétude de Zanette se transforma en panique. Elle alerta la police, la voix tremblante, signalant la disparition de son mari. Rapidement, une équipe de recherche fut déployée, fouillant la végétation dense à la recherche du moindre indice. Malgré les efforts déployés, les recherches ne donnèrent aucun résultat. Warren semblait s'être évaporé, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse et une communauté sous le choc. L'affaire prit une tournure encore plus intrigante avec la découverte d'une plantation de marijuana cachée dans la brousse. Warren aurait-il vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir? Les jours passèrent et le mystère entourant la disparition de Warren ne fit que s'épaissir. La police lança une enquête approfondie, interrogeant des témoins et explorant chaque piste possible. Une théorie prit de l'ampleur, celle selon laquelle Warren aurait croisé un patient psychiatrique en cavale réputé pour son comportement violent. Serait-ce cet individu qui serait à l'origine de sa disparition? Mais malgré toutes les investigations, aucun élément concret ne permit de résoudre l'affaire. Le destin de Warren demeura une énigme, laissant ses proches plongés dans une incertitude douloureuse. Des rumeurs commencèrent à circuler à Narbetong, certaines de plus inquiétantes que d'autres. Certains habitants affirmèrent avoir entendu des coups de feu résonner dans la forêt le jour de la disparition de Warren, entre le 22 et le 23 mars. Les témoins qui rapportèrent ces événements expliquèrent qu'ils avaient entendu des tirs répétés de fusils de haute puissance, près de 200 coups en un peu plus de 2 heures, ce qui suscita beaucoup d'inquiétude. Le moment de la disparition de Warren coïncidait avec celui des coups de feu. Pourtant, les tireurs ne furent jamais identifiés, ce qui aurait pu permettre d'élucider le mystère. Par ailleurs, certaines personnes évoquaient une silhouette mystérieuse rôdant dans la région, renforçant la spéculation d'une disparition aux causes étranges. L'enquête fut renforcée par l'intervention du détective privé Valentin Smith. Grâce à son sens aiguisé de l'observation et son expertise, il s'efforça de démêler les fils de cette affaire. Pourtant, même lui ne parvint pas à élucider le mystère, laissant la famille de Warren face à une énigme qui semblait insolvable. Au fil des ans, le souvenir de Warren resta vivace à Narbetong. Sa famille s'accrocha à l'espoir qu'un jour, il trouverait enfin des réponses. Avec le temps, et alors que les pistes se refroidissaient, la disparition de Warren devint une simple note en bas de page dans l'histoire de Narbetong. Sa cabane demeura vide, témoin silencieux du destin d'un homme disparu sans laisser de traces. Floyd A. Roberts III était un éducateur dévoué au lycée Middleton de Tampa Bay en Floride, où il enseignait les technologies de l'information et la conception de sites web depuis août 2014. Connu pour son engagement envers ses élèves et sa passion pour l'enseignement, Roberts s'était taillé une place de choix au sein du district scolaire. Son esprit aventureux et son amour pour la nature le poussaient souvent à chercher le réconfort et l'inspiration en pleine nature. Cette passion pour l'aventure l'a conduit à participer à une excursion de 9 jours dans le Grand Canyon le 17 juin 2016, une expédition qui marquerait le début d'un mystère persistant. Le plateau de Chiwitz, situé dans la section ouest et isolé du Grand Canyon, est célèbre pour ses vues imprenables et son terrain difficile. Roberts, accompagné d'un groupe d'aventuriers, entreprit d'explorer ce paysage accidenté. Le Grand Canyon, avec sa beauté époustouflante et ses sentiers périlleux, exigeait respect et préparation de la part de ceux qui le parcouraient. Ce jour fatidique, le groupe dut faire face à des conditions de chaleur extrême, un élément courant mais dangereux dans la région en été. Vers 16h45, près d'une zone connue sous le nom de Kelly Tank, Roberts se sépara de ses compagnons. Cette séparation,
apparemment anodine au début, évolua plus tard en une situation critique. La dernière direction connue où il a été aperçu le montre se dirigeant vers Trail Canyon et le canyon à 2114 mètres d'altitude, avec peut-être l'intention de descendre dans le canyon à 209 mètres en direction du fleuve Colorado. À partir de ce moment, Roberts disparut sans laisser de traces, laissant derrière lui un cortège de questions et de préoccupations. La réponse immédiate du Service des Parcs Nationaux, NPS, fut à la fois rapide et vaste. Conscient de la gravité de la situation et des dangers potentiels posés par l'environnement hostile, le NPS lança une opération de recherche et de sauvetage exhaustive de 6 jours. Des équipes au sol explorèrent minutieusement la zone, des hélicoptères scrutèrent le paysage depuis les airs et des chiens de recherche furent déployés pour détecter d'éventuels indices. Malgré ces efforts exhaustifs, aucune trace de Roberts ne fut retrouvée. Les dures réalités de l'environnement du Grand Canyon ne doivent pas être sous-estimées. La chaleur extrême, combinée au terrain difficile et à l'isolement, présente des risques significatifs même pour les randonneurs les plus expérimentés. La possibilité que Roberts ait été victime d'un accident ou d'une urgence médicale, telle qu'un coup de chaleur ou une insolation, planait lourdement. La nature accidentée du canyon, avec ses sentiers labyrinthiques et ses conditions imprévisibles, ne faisait que compliquer la recherche d'une personne disparue. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'opération de recherche passa à un mode continu mais limité. Cela signifiait que, bien que les efforts de recherche intensifs aient été réduits, les gardes forestiers et les pilotes dans la région restaient vigilants, prêts à agir en cas de nouvelles pistes ou d'indices. Des avis de recherche portant la description de Roberts furent affichés à divers endroits dans l'espoir que quelqu'un ait pu le voir ou entendre quelque chose qui pourrait éclairer sa disparition. Roberts était vêtu d'une chemise rouge à manches longues, d'un jean bleu, de baskets Nike en mèches multicolores, d'un sac à dos bleu Loa Alpine et de lunettes de soleil à monture blanche avec des verres oranges. Cette description détaillée était cruciale pour quiconque pourrait le rencontrer ou retrouver ses effets personnels dans l'immensité du Grand Canyon. Tom Burnett, voisin de Roberts depuis plus de 5 ans, exprima une profonde tristesse face à sa disparition. Burnett partagea que Roberts n'était pas étranger au Grand Canyon, l'ayant visité auparavant et nourrissant une profonde affection pour les grands espaces. Son expérience en randonnée et sa connaissance de la région offraient un mince espoir. Burnett resta optimiste, s'accrochant à l'espoir que les autorités finiraient par retrouver son ami. Avec les années qui passaient, l'espoir de résoudre la disparition de Roberts persistait, bien que teinté de mélancolie résignée. Le NPS et la famille de Roberts continuaient à espérer que de nouvelles informations ou des preuves pourraient surgir. Le mystère persistant de sa disparition laissa une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont connu, et la recherche de réponses demeura une préoccupation constante dans leur vie. Au fil des années, la passion de Patrick pour l'exploration l'avait conduit dans de nombreux endroits remarquables. L'été 2018 marqua son premier voyage en dehors des Amériques, direction l'Asie du Sud-Est. Pourtant, c'est l'Amérique latine qu'il préférait. Les gens, la nourriture, les différentes cultures unies par une langue magnifique, tout cela résonnait en lui. Et maintenant, il était au Mexique, profitant d'un court séjour avant de rentrer chez lui. Comment aurait-il pu savoir qu'il y trouverait une fin prématurée et insensée? Le 24 octobre 2018, Patrick Braxton Andrew quitta son domicile en Caroline du Nord pour prendre un vol en direction du Mexique. À 34 ans, Patrick était un voyageur chevronné. Après l'université, il avait travaillé pendant quelques années pour économiser suffisamment d'argent et entreprendre un voyage de 18 mois qui l'emmena au Mexique et dans le nord de l'Amérique du Sud. C'est à ce moment-là qu'il découvrit son amour pour la langue espagnole, un sujet avec lequel il avait eu du mal tout au long de ses études. Il apprit rapidement la langue, puis retourna chez lui à Davidson, en Caroline du Nord, où il devint professeur d'espagnol à temps partiel et propriétaire d'une entreprise de tutorat et de mentorat. Et maintenant, il était de retour au Mexique, où il prévoyait de visiter le parc national de la Barranca del Cobre. Patrick arriva à Urique, une municipalité de l'État de Chihuahua, dans le nord-ouest du Mexique, le 26 ou le 27 octobre. Il s'enregistra dans un hôtel local et se mit à explorer la région. Il n'avait que quelques jours pour le faire car il devait retrouver son frère à Mexico le 30 octobre. Patrick voulait profiter au maximum de ce temps. Il était excité, malgré le fait que l'État de Chihuahua soit connu pour être dangereux en raison de la criminalité et d'autres activités liées à la drogue. Le 28 octobre 2018, Patrick parla à ses parents vers 14h51, puis quitta son hôtel. Il partit pour une randonnée vers un endroit appelé La Playita. La journée était magnifique, tout comme le pays. Tout était parfait. 2 jours plus tard, à Mexico, Kerry Braxton Andrew attendait son frère. Ils devaient pas se retrouver. Mais Patrick ne se présenta jamais. Et à ce moment-là, il n'avait plus donné signe de vie depuis 2 jours.
La famille de Patrick commença à s'inquiéter. Ils contactèrent le propriétaire de l'hôtel et furent stupéfaits d'apprendre que Patrick n'était jamais revenu de sa randonnée 2 jours auparavant. La famille de Patrick alerta les autorités. Plus de 100 policiers mexicains commencèrent à rechercher l'homme de 34 ans, ratissant la région de la Barranca del Cobre, espérant trouver la moindre trace de Patrick. Ils cherchèrent par avion et avec l'aide de drones, mais rien n'apparut. C'était comme si la terre avait englouti Patrick. Puis, le 17 novembre, ils trouvèrent quelque chose, un corps. Les autorités l'identifièrent rapidement comme étant celui de Patrick Braxton Andrew. Son corps fut découvert à environ 1 kilomètre de la route menant du village de Guapalaina à Las Lajas, Urique. Mais comment cela se pouvait-il? La zone avait déjà été fouillée de fond en comble. Les choses ne firent que se compliquer. Le corps avait été trouvé sur une surface rocheuse, dans une zone sans végétation. Comment se faisait-il alors qu'il était recouvert de terre rougeâtre et de feuilles de pin? Il fallut peu de temps et une autopsie pour comprendre ce qui était vraiment arrivé à Patrick Braxton Andrew. Il avait été abattu d'une balle dans la tête, enterré quelque part dans les montagnes, puis déterré et jeté sur la route, là où la police l'avait finalement trouvé. Mais pourquoi? L'enquête continua et le gouverneur de Chihuahua déclara que Patrick avait été assassiné. De plus, le procureur général de Chihuahua, César Peniche Esquivel, indiqua qu'à un moment donné de sa randonnée à la Playita, Patrick avait croisé des membres d'une cellule de trafic de drogue du cartel de Sinaloa. Il est possible que Patrick ait été pris pour un agent de la DEA américaine et qu'il ait été tué par le notoire trafiquant de drogue José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, ou par l'un de ses hommes. Les rumeurs selon lesquelles Patrick aurait été victime d'une transaction de drogue qui aurait mal tourné furent rapidement rejetées par les autorités mexicaines qui décrivirent l'homme comme une victime innocente qui a eu la malchance de croiser la route d'El Chueco. Par un samedi matin typique, le 5 juin 2011, David Prideaux, un habitué du Grand Air et directeur de la prison de Barwon dans l'état de Victoria en Australie, partit en expédition de chasse dans le parc national alpin du mont Stirling. Quitter Melbourne le remplissait d'un enthousiasme intense pour l'aventure à venir, alors qu'il laissait derrière lui la ville et son tumulte urbain. Sa destination, le paysage à couper le souffle mais accidenté de la forêt d'État de Mansfield, véritable havre pour les amateurs de plein air en quête de réconfort dans l'étreinte de la nature. Accompagné de son beau-frère, Rob Dale, les 2 hommes prirent la route vers la nature, impatients de vivre un week-end de chasse et de camaraderie. Conduisant à bord du Land Cruiser de David, chargé de matériel de camping et de provisions, ils plaisantaient et riaient, leur excitation pour l'aventure grandissant au fil des minutes. Leur périple les mena jusqu'à Tomahawk Hut, une cabane rustique nichée en pleine nature, où ils s'installèrent pour la nuit, inconscients du tournant funeste que prendrait bientôt leur simple expédition. Au petit matin, porteurs de la promesse de nouvelles découvertes, David et Rob se mirent en quête de repérage pour leur future chasse, leurs fusils en bandoulière et leur sens aux aguets dans ce décor sauvage. Cependant, les événements prirent une tournure inattendue. Arrivés à un carrefour du sentier, les 2 compagnons se séparèrent. David opta pour la descente tandis que Rob gravit la colline voisine. Ils n'avaient aucune idée que ce choix anodin allait bouleverser leur existence à jamais. Bien que David fût un expert du terrain, il disparut mystérieusement, sans laisser de traces, plongeant Rob dans la stupeur et une profonde détresse. Le récit de Rob brosse le portrait d'un mystère déconcertant et laisse place à de nombreuses questions sans réponse. Selon lui, après leur séparation, il se rendit sur son lieu de chasse prévu et attendit l'apparition d'animaux. Les heures s'écoulèrent sans aucune trace de David, poussant Rob à une inquiétude grandissante qui se transforma en alarme lorsqu'il constata que David n'était pas revenu à la cabane comme convenu. Dans une tentative désespérée de retrouver son compagnon disparu, Rob entreprit une recherche frénétique dans les environs, appelant le nom de David et fouillant chaque recoin du terrain. Malgré ses efforts acharnés, aucun signe de David ne fut découvert, comme s'il s'était évaporé dans la nature, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'incertitude. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement, déclenchant une immense opération de recherche et de sauvetage. Policiers, équipes de recherche et volontaires locaux de Saoné locaux se mobilisèrent. Des hélicoptères survolèrent la dense forêt, tandis que des équipes au sol inspectaient avec minutie chaque parcelle du terrain accidenté. Des jours, des semaines et même des mois s'écoulèrent sans que l'on parvienne à localiser David, et nul ne savait ce qui lui était arrivé. Malgré l'acharnement des équipes de recherche et la détermination de sa famille et de ses proches, aucune trace ni indice ne vint jamais éclairer ce qui s'était passé ce jour-là dans la nature sauvage. Au fil des années, de nombreuses théories et suppositions émergèrent, chacune plus intrigante que la précédente. Certains pensaient que David avait pu être attaqué par quelqu'un, tandis que d'autres imaginaient un accident ou qu'il s'était perdu dans cette nature impitoyable.
Pourtant, malgré toutes ces rumeurs, une vérité demeurait, l'histoire authentique de ce qui était arrivé à David Prideaux restait irrésolue, un mystère complexe, sans réponse claire. David Prideaux n'était pas seulement un nom inscrit sur une liste de disparus, il était un époux aimant, un père dévoué et un membre respecté de sa communauté. Sa disparition a laissé un vide immense dans la vie de ceux qui le connaissaient, une douleur persistante et des questions sans réponse qui refusent de s'effacer avec le temps. Pour Rob Dale, la disparition de David fut une épreuve déchirante qui le hantera pour le reste de ses jours. La culpabilité et l'angoisse qu'il ressentait de n'avoir pu empêcher la disparition de son compagnon pesaient lourdement sur sa conscience. Malgré ses affirmations répétées d'innocence, Rob n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'en quelque sorte, il portait une part de responsabilité dans le sort de David. Quant à la famille et aux proches de David, la douleur causée par son absence est une plaie qui refuse de guérir. Chaque jour apporte son lot de rappels du vide laissé par sa disparition. Rappel constant de l'incertitude planant sur son destin. Malgré tous leurs efforts pour aller de l'avant, la disparition de David continue de les hanter, jetant une ombre sur leur vie et les incitant à se demander « Et si David n'avait jamais pénétré dans la nature ce jour-là ? Et s'il était resté auprès de sa femme et de ses enfants, sains et saufs ?» Les montagnes rocheuses, connues pour leurs paysages à couper le souffle et leurs terrains accidentés, attirent chaque année d'innombrables aventuriers. Les randonneurs affluent sur les sentiers pour découvrir la beauté et la sérénité de la nature sauvage du Colorado. Cependant, l'attrait des montagnes s'accompagne de risques inhérents et tous ceux qui s'aventurent dans ces contrées sauvages ne reviennent pas. L'une des énigmes les plus persistantes des Rocheuses est la disparition de James Pruitt, un homme de 70 ans originaire du Tennessee. James Pruitt, randonneur chevronné et passionné de photographie, est arrivé au Parc national des Montagnes Rocheuses le 28 février 2019. C'était un homme habitué à la vie en plein air, bien conscient des défis et de la beauté de la nature sauvage. Ce jour-là, il entreprit ce qu'il avait prévu être une simple randonnée d'une journée. Il gara sa voiture dans le parking de Glacier Gorge, prit son appareil photo Nikon Coolpix P900 ainsi qu'un bonnet rouge orangé et commença sa randonnée aux alentours de 10 h du matin. Le temps était typique de la fin de l'hiver, avec des températures froides et la possibilité toujours présente de neige. Pendant 3 jours, puis resta silencieux, provoquant l'inquiétude croissante de sa famille. Le 2 mars, les gardes forestiers trouvèrent son véhicule toujours garé au départ du sentier de Glacier Gorge, indiquant qu'il n'était pas encore rentré comme prévu. En contactant sa famille, leurs pires craintes furent confirmées. Puis était parti pour une randonnée d'une journée et n'avait plus été vu ni entendu depuis. Le service des parcs nationaux lança rapidement une vaste opération de recherche et de sauvetage. Mais à ce moment-là, plus de 60 cm de neige étaient tombés dans la région de Glacier Gorge, compliquant les efforts de recherche. La neige fraîche avait probablement recouvert toutes les traces ou indices qui auraient pu mener à puits. Le temps était compté, mais les conditions météorologiques sévères et le terrain dangereux rendaient la recherche de plus en plus difficile. L'opération mobilisa des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche, tous scrutant minutieusement le terrain accidenté autour de Glacier Gorge. Les équipes de recherche durent affronter des défis considérables allant de la navigation dans la neige profonde et sur des sentiers glacés à la lutte contre le froid mordant. Malgré leurs efforts exhaustifs, aucune trace de James Pruitt ne fut découverte. Au fil des jours, l'approche de la recherche dut être ajustée par le service des parcs nationaux. La recherche active fut réduite à un mode de surveillance continue, ce qui signifiait que les gardes forestiers effectueraient des contrôles périodiques de la zone et suivraient toute nouvelle piste potentielle. L'enquête sur la disparition de Pruitt resta ouverte, mais les ressources et l'intensité de la recherche initiale ne pouvaient plus être maintenues indéfiniment. Le mystère de la disparition de James Pruitt pesa lourdement sur sa famille. Des théories et des spéculations émergèrent, mais sans preuve concrète, elles restèrent de simples hypothèses. Compte tenu de l'âge de Pruitt et des conditions difficiles dans Glacier Gorge, on supposa qu'il avait pu être victime d'un accident ou d'une urgence médicale en randonnée solitaire. Le paysage exigeant et le climat imprévisible du parc national des Montagnes Rocheuses créent des défis de survie redoutables, même pour des randonneurs expérimentés comme Pruitt. Les opérations de recherche active furent arrêtées, mais l'espoir de retrouver James Pruitt ne disparut jamais totalement. Sa famille et le service des parcs nationaux continuèrent à espérer qu'une nouvelle preuve ou information pourrait éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition. Le temps empirait, les conditions étaient défavorables avec une marée contraire extrême. Le kayak ne semblait plus être une bonne idée, surtout pour une fille de 14 ans. Corey décida qu'il était temps pour sa fille de retourner à leur maison louée. Mais il ne pouvait pas la laisser partir seule.
Non, il allait d'abord assurer la sécurité de sa fille, puis revenir pour Yeon-su, sa femme. Il espérait que tout irait bien, mais il ne pouvait en être certain. C'était le 24 novembre 2022. Corey Allen, sa femme Yeon-su Kim et leur fille de 14 ans étaient en vacances. Ils avaient quitté leur domicile à Flagstaff, en Arizona, et séjournaient maintenant dans une maison louée à Puerto Peñasco, au Mexique. Puerto Peñasco, également connu sous le nom de Rocky Point en anglais, est une petite ville située à 62 miles de la frontière avec l'Arizona. Le tourisme et la pêche sont les principales activités de la ville. Des touristes du monde entier viennent pour ses plages et ses agréables stations balnéaires. Il existe également de nombreuses activités pour les touristes qui préfèrent autre chose que bronzer. Ce jeudi-là, Corey, Yeon-su et leur fille décidèrent de faire du kayak. C'était censé être une sortie en famille, une occasion de pagayer sur les eaux tranquilles de Playa Encanto. Mais la météo en décida autrement. Le vent se leva cet après-midi de Thanksgiving, assez fort pour soulever les vagues en furie. Soudain, manœuvrer un kayak ne semblait plus aussi simple. Ce n'était pas le genre de conditions que des amateurs pouvaient affronter. Alors que le vent devenait violent, la marée tournait avec une force qui faisait reculer le rivage. C'est à ce moment que Corey comprit qu'ils étaient en danger. Ce n'était pas un endroit pour une adolescente. Il décida de sortir sa fille de l'eau et de la ramener à leur maison louée. Après avoir laissé sa fille de 14 ans en sécurité, Corey retourna sur la plage pour retrouver sa femme Yeon-su Kim. Ils reviendraient bientôt et ensuite, ils seraient tous réunis à nouveau. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, l'inquiétude de leur fille grandissait. Ses parents n'étaient pas revenus comme promis. Elle donna l'alerte plus tard dans l'après-midi et une recherche à grande échelle commença. Des volontaires fouillèrent la terre, la mer et les airs à la recherche du couple disparu. Pendant ce temps, des membres de la famille prirent l'avion pour le Mexique afin de s'occuper de la fille. Dès le dimanche, l'espoir de les retrouver vivants commençait à s'amenuiser. Cet après-midi-là, un bateau de pêche local découvrit un corps à environ 8 miles au large, près du Mayan Palace. La protection civile et les pompiers de Puerto Peñasco publièrent une déclaration indiquant que les caractéristiques correspondaient à l'une des personnes disparues. Un membre de la famille Allen confirma la triste nouvelle. Il s'agissait de Yeon-su Kim. La recherche de Corey continua. Mais c'était comme si Corey s'était volatilisé. Après quelques jours, la famille décida d'arrêter les recherches. Le kayak de Corey fut retrouvé au sud-est de Puerto Peñasco, mais il n'y avait aucune trace de l'homme.